Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass table ronde, on ne sait plus comment les appeler, avec Arthur et Lucas, comment tirer profit de l'IA pour mieux recruter et fidéliser les talents. On vous souhaite donc la bienvenue. On va tous se présenter dans quelques secondes. Pour info, en bas à droite, vous avez le chat où vous pouvez interagir avec nous. Lucas a déjà commencé. Posez toutes les questions et donc j'aurai le privilège de poser les questions à ces messieurs. Et nous allons dérouler tranquillement, posément. Donc installez-vous, on va y aller. Je vais commencer par me présenter et laisser la main à ces messieurs ensuite. Donc, re-bienvenue dans cette masterclass table ronde, comment tirer profit de l'IA pour mieux recruter et fidéliser des talents. Et moi, je m'appelle Laure Domingos. J'ai l'honneur d'animer ce webinaire avec Lucas et Arthur. Je suis directrice conseil au sein d'une agence qui s'appelle Act for Skills. On fait partie du groupe Actual et notre métier, c'est d'être l'agence conseil en développement et en communication RH du groupe pour les sujets de marque employeur, mais aussi d'engagement. Et donc, j'anime ce webinaire aux côtés d'Arthur. Arthur, je te laisse te présenter. Oui, merci Laure. Bonjour Lucas, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être là et je suis content parce que moi j'avais fait une petite pige il y a quelques années chez CCLD qui est devenu Actuel Talent, qui maintenant fait partie du groupe Act for Skills aussi, donc je connais un peu la maison et ça me fait plaisir de pouvoir faire cet événement avec toi alors. Et puis Lucas, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps aussi lors des événements Act for Skills Days et c'est une rencontre vraiment sympa et on s'est dit il faut qu'on fasse un webinaire ensemble parce qu'on a vraiment des sujets connexes à partager. Donc moi je suis CEO de JobMaker, psychologue du travail de formation. Ça fait 15 ans maintenant que je travaille dans la HR Tech. J'ai travaillé dans des boîtes comme Assess First, comme CV Catcher, comme Hello Work. Et puis il y a 3 ans, j'ai eu la chance de prendre la direction de JobMaker, qui a été créé en 2015 et qui est une startup RH qui a pour vocation de digitaliser toute la partie amont des coachings de carrière, qui consiste pour les collaborateurs à prendre du recul sur leur trajectoire de carrière, donc identifier les éléments saillants de leur parcours professionnel, les compétences clés qu'ils veulent valoriser, préparer leur prochaine étape professionnelle, leur pitch, leur présentation, pour finalement devenir offreur de compétences lors des entretiens de mobilité ou des entretiens RH, avec cette idée de comment devenir acteur de sa carrière en se réappropriant sa trajectoire et en identifiant justement sa prochaine étape pour partager avec son RH ou son manager la suite qu'on veut donner à notre future collaboration. Et donc évidemment, à la base, on est 100% digital, mais évidemment, l'IA nous a titillé aussi. Et ça a été un chantier de R&D pendant 1 an et demi et on va être ravis de pouvoir partager ça avec vous également. Top, merci Arthur. Et donc Lucas? Oui, bonjour à tous, bonjour Laure, bonjour Arthur, très content aussi de pouvoir participer aujourd'hui à cette table ronde webinaire autour de comment tirer profit de l'IA pour les services recruteurs RH. Donc moi, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle NeoStaff. Donc on développe une solution pour faciliter l'acquisition de talents, donc la détection de profils, la prise de contact pour trouver des profils qui sont ouverts et à l'écoute d'opportunités. Et donc, nous, notre message, il est assez clair, c'est de dire aux recruteurs, ne faites pas que d'attendre que les gens postulent, allez chercher les talents, puisqu'il y a plein de talents qui sont prêts et qui sont ouverts aux opportunités quand elles se présentent. Et pour faire ça, justement, nous, de notre côté, c'est sur cette partie-là qu'on travaille avec l'IA. L'IA est très, très puissante déjà aujourd'hui pour permettre d'identifier très rapidement des bons talents, pour permettre d'engager la discussion, la conversation avec ces talents-là. Et donc, on participe effectivement avec Arthur, chacun sur on va dire un moment dans le process un peu différent. Nous, plutôt en acquisition de talents, Arthur plutôt en rétention, fidélisation, engagement des talents dans l'entreprise. Et c'est vrai que c'était assez complémentaire du coup nos deux approches, et d'où l'idée de vous partager aujourd'hui justement, vous RH, vous recruteurs, comment vous allez pouvoir tirer profit de l'IA, puisque c'est un sujet, ça y est, maintenant l'IA, ça fait quand même 2 bonnes années, mais c'est surtout cette année qu'il y a eu un vrai, je pense, boom. Et puis, je pense qu'à partir de l'année prochaine, ça va vraiment s'intégrer dans les sociétés. Et donc, maintenant, l'enjeu, c'est pour vous, quelles solutions, comment les intégrer, comment tirer profit au maximum de l'IA, et qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement. Voilà, donc je pense que ça va être un peu ça, en tout cas, moi, les sujets qu'on avait prévu un peu d'aborder avec vous pour vous permettre de vous projeter. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions pour qu'on puisse justement aussi vous apporter des éléments ou des réponses. On sera ravis d'échanger avec vous. Top, merci Lucas. Et puis Merci. nous, on est CEO de nos boîtes, mais moi, en tout cas, je ne prétends pas être expert de l'IA. Donc surtout, n'hésitez pas aussi à apporter des inputs dans le chat ou en question, parce qu'on va se nourrir aussi de vos interactions.
Tout à fait. On est dans notre petit périmètre, on connaît bien nos sujets, mais on n'a pas non plus la prétention de tout savoir. Et vous l'avez dit tous les deux, clairement, l'IA a révolutionné les pratiques RH et les enjeux qui vont avec. On le sait, le monde RH, le monde de l'entreprise en général fait face à des défis sans précédent autour de l'acquisition, du recrutement et de l'engagement de leurs talents. Donc l'idée de ce webinaire, c'est justement de commencer tout de suite en vous interpellant, messieurs, dames, qui êtes parmi nous, pour savoir comment vous utilisez l'IA dans vos missions, puisque justement c'est ce qu'on va voir avec tous. Maintenant, c'est comment on va pouvoir intégrer l'IA dans les pratiques RH et surtout répondre aux enjeux du moment. Et vous avez le sondage qui a dû apparaître tout de suite avec la question: est-ce que vous utilisez actuellement l'IA dans vos missions RH? Oui, régulièrement. Oui, de temps en temps. Non, je n'ai pas le droit. Ou non, je n'en vois pas l'intérêt. Hop, on vous laisse quelques secondes et on va voir tout ça monter. Ok. Donc c'est assez intéressant de voir qu'assez rapidement, il y a quand même 2 réponses qui se dégagent. Donc je pense que ça confirme un peu, Arthur et Laure, nous ce qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui l'IA, on est vraiment passé dans un stade de test au minimum, d'utilisation peut-être premières utilisations. Donc n'hésitez pas à nous dire, on est déjà à 45 votes, donc intéressant, on va voir les résultats. On est quand même sur du temps en temps, hein, quand même. Régulièrement, c'est encore pas ça. Hein. Ouais, c'est bien, ça veut dire qu'on a un potentiel business de ouf là. Ça, c'est sûr que pour tous ceux qui disent de temps en temps ou régulièrement, il va falloir regarder du coup de très près les solutions, mais hyper intéressant. Je pense que c'est assez cohérent aussi par rapport à ce qu'on a vu nous en termes d'évolution. Peut-être n'hésitez pas aussi à nous dire dans le chat à partir de quand. Est-ce que c'est très récent? Est-ce que c'est en 2024? Est-ce que c'est un peu avant que vous avez commencé à regarder, à toucher justement l'IA? Voilà, je pense que bon sondage d'intro. Oui, c'est clair. 2024, ouais, récent. 2024 aussi, ça monte cette année. 2023, 2024, donc plutôt récent et une utilisation de temps en temps plus que régulière. Salut Sarah. Salut Sarah. Ok, génial. Bon, je vois que vous êtes hyper actifs, c'est cool. Ça va nous permettre d'être, je pense, partager avec vous un maximum d'informations. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Oui. On va essayer comme ça de bien les reprendre. Clairement. Et en fait, ça pose aussi une question parce qu'il y a beaucoup d'images préconçues sur l'IA dans les RH. Donc là, on voit que vous l'utilisez depuis récemment voilà, dans le chat et de manière voilà, de temps en temps, et c'est pas un sujet régulier. Il y a quand même une histoire de préconçue ou d'image un peu négative associée à ça. Et du coup, je vais te la poser, Lucas, puis ensuite, on te posera la même question, Arthur. Est-ce que il y a un peu un biais cognitif sur le sujet. Est-ce que tu penses, Lucas, que l'IA peut à terme remplacer la fonction RH? Alors moi, pour être très honnête, je pense que cette pensée-là est assez naturelle et il faut pas non plus se mentir, c'est-à-dire que l'évolution de l'IA est quand même très forte, très rapide. Je dirais simplement qu'il faut faire attention parce qu'on est quand même au début, même si ça va très vite et que ça évolue très vite. Ça fait, comme on l'a dit, à peu près vraiment 2 ans maintenant que ça devient un peu global. On va dire, là, on a vu un peu dans le chat, pour vous, recruteurs ou RH, ça fait surtout depuis cette année que vous commencez à l'utiliser. Et en termes de maturité, on a des IA aujourd'hui, nous, on pense des très bonnes assistants, c'est-à-dire des agents ou des assistants qui vont vous aider dans vos tâches au quotidien. Donc, je pense plutôt qu'aujourd'hui, sur du court moyen terme, on est plutôt dans de la collaboration IA-humain, dans le sens où l'IA va vous aider. Par exemple, l'IA va vous suggérer des profils pertinents. L'IA va vous suggérer des messages pour engager des conversations en ce qui nous concerne. Mais vous gardez le contrôle. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans une collaboration IA-humain, un peu à l'image qui représente bien cette idée, que vraiment un remplacement de fonctions ou de postes, en tout cas sur les métiers RH, par exemple des recruteurs. Le dernier coup d'œil quand même du recruteur qui, lorsque l'IA vous propose les profils, vous propose les messages, c'est quand même vous qui validez à la fin, c'est vous qui savez mieux qu'une IA aujourd'hui quels sont les meilleurs profils, quelles sont les meilleures façons d'engager la discussion. Voilà, ça c'est pour, on va dire, du court moyen terme. Maintenant, je préfère être assez honnête aussi avec tout le monde qui nous regarde aujourd'hui. C'est clair qu'il y a des projets et que, vu l'évolution de l'IA, c'est totalement possible d'arriver dans quelques années dans des agents, des IA, on va dire, assistants un peu plus, qui seraient capables même d'être assez autonomes sur certains sujets.
Aujourd'hui, je pense que c'est pas assez mature et que la qualité reste encore un peu à confirmer. Mais voilà, ça va très vite, les IA s'entraînent, donc je pense qu'on va peut-être y arriver. Remplacer, c'est fort. Je pense que ça va être surtout une intégration de l'IA dans le département ou dans le service et voir après comment vous vous réaffectez sur des missions à plus forte valeur ajoutée. En tout cas, sur certaines tâches, oui, il va y avoir des remplacements. L'IA va faire certaines tâches. Maintenant, l'IA qui remplace l'être humain ou qui remplace la fonction, là, j'y crois un peu moins. En tout cas, à court moyen terme, ça me paraît quand même assez compliqué par rapport à ce que l'IA peut vraiment faire aujourd'hui. Merci de ton éclairage, parce qu'il y a une étude de Maher Ashland qui le disait assez récemment que 98% des professionnels RH pensent que l'IA va profondément révolutionner et transformer les métiers RH. Donc toi, ton avis, c'est que non. Arthur, est-ce que tu peux nous parler finalement des bénéfices et des bienfaits de l'IA en RH et nous éclairer un peu sur ce sujet, s'il y en En a? fait, ouais, je vais juste rétro-pédaler 2 secondes parce que je regardais, vous disiez en moyenne 2023-2024, vous utilisez l'IA. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle par IA, quoi. Parce qu'en réalité, j'ai écouté un Thinkerview cette semaine, le dernier, là, avec Jean Covici. J'aime bien Thinkerview, bref. Et il posait la question de l'IA notamment. Il disait, mais en fait, l'IA, on en parle, et puis après, une fois que ça rentre dans l'usage commun, ça devient une application. C'est-à-dire que, entre guillemets, ça finit par devenir normal, et finalement, on oublie que c'est de l'IA. Et, entre guillemets, est-ce que Google, c'est pas une IA quand on demande à Google d'aller chercher des informations sur, je sais pas moi, la Macédoine du Nord, par exemple, en fait, il va nous donner l'information. Alors, certes, donc en fait, finalement, est-ce que Google, est-ce que c'est pas déjà 20 ans qu'on utilise l'IA sans le savoir? Enfin, sans le nommer de cette façon, en tout cas. Donc ça, et ce qui est très révolutionnaire en ce moment, c'est plutôt l'IA générative, pour être précis. À savoir que là où avant sur Google, enfin même aujourd'hui encore sur Google, on demande de nous sortir un proforma d'un contrat de travail, par exemple, puis on va prendre le document, puis on va se le réapproprier pour intégrer dedans des données de notre entreprise, pour pouvoir avoir le contrat de travail qui soit bien, qu'on va passer par le juridique pour avoir la validation qui soit bien conforme effectivement. Donc ça va prendre ça prend un peu plus de temps. Mais déjà, on avait gagné du temps avec Google parce qu'on avait déjà accès à des documents qu'avant, on ne pouvait pas forcément avoir aussi facilement. En tout cas, avec les mises à jour juridiques nécessaires, etc. Aujourd'hui, maintenant, c'est vrai qu'on demande à l'IA, on crée son prompt et puis on lui dit, j'ai un contrat de travail pour un tel. Donc finalement, c'est là où toute cette étape, c'est vraiment un gain de temps, mais dans l'absolu, c'est vraiment la notion de générative qui est importante à intégrer dans cette vision qu'on a de l'IA aujourd'hui, et en plus, avec cette accessibilité à tous, de cette dimension-là. Donc, et c'est ça qui va effectivement faire gagner du temps. Ok. Puisque on est dans la fonction RH sur beaucoup de tâches administratives et assez répétitives. Et en fait, c'est assez simple. Hein. Si votre job finalement est assez standardisé et demande plus de la mise en application, je sais pas, de la gestion de la paye, du contentieux juridique, etc., tous ces métiers-là, en fait, il y aura toujours besoin de la validation d'un expert, mais pour autant, la création du contenu en tant que tel ne nécessite pas forcément d'employer quelqu'un. Donc, sur ces métiers-là, ça va être compliqué. Moi, il n'y a pas très longtemps, on a répondu à un énorme appel d'offres dont je passe no spoil parce qu'on sait qu'on a gagné, mais on n'a pas encore la signature, donc on ne va pas encore l'annoncer. Mais pour autant, forcément, ça nous a aidé pour pouvoir, sur certaines parties, mais tu peux pas t'affranchir non plus de ta vision d'expert. Bah oui. Entre guillemets, ça fait le travail du junior. Et toi, en tant qu'expert derrière sur ce qui a été généré, on va apporter notre contribution pour la compréhension et la validation des éléments fournis. Tout à fait. Et donc, l'IA, en ce sens, a vraiment cette capacité à nous aider, mais pas à nous remplacer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on interroge les RH, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y en a 75% qui ont choisi leur métier pour sa dimension humaine. Généralement, quand on était étudiant, moi, quand j'ai fait psycho du travail, c'était avec cette dimension humaine parce que je trouvais intéressant cet aspect dans mon futur métier. Mais en fait, ce qui est clair, c'est qu'opérationnellement, aujourd'hui, 73% de leurs tâches sont des tâches administratives. Donc, ça veut dire que ça occupe 3/4 de leur temps. Et donc, finalement, le volet humain est souvent remplacé, entre guillemets, par un volet administratif. Et ben nous, notre conviction avec l'IA, c'est que finalement, ce volet administratif va être remplacé par un volet humain. Mais pour que l'IA soit intelligente, il faut qu'il y ait cette dimension humaine. Sinon, en fait, ça reste artificiel. Il y a bien intelligence artificielle. Mais s'il n'y a pas le s'il n'y a pas le humain, en fait, s'il n'y a pas IA et IH qui collaborent, entre guillemets, intelligence humaine, intelligence artificielle, on retiendra que le côté artificiel
finalement, on va se retrouver avec des approches assez froides et pas forcément personnalisées, singularisées, là où les collaborateurs, d'une part, et les candidats, d'autre part, attendent aussi une approche singulière, justement, de leur accompagnement, dans leur processus de recrutement, etc. Exactement, comme tu dis, on est tous différents comme tout le monde, donc on attend tous, en tant que Ouais. candidat ou collaborateur, une attention particulière, une signature, quelque chose de signifiant, différent. Et du coup, tu fais une magnifique transition sur la suite, puisque on se rend compte que oui, il faut allier IA et IH, intelligence artificielle et intelligence humaine, tu as complètement raison. Et ça nous emmène vers justement une des premières réponses aux enjeux stratégiques. Et Lucas, si tu peux du coup un peu nous éclairer sur ce sujet-là, puisque pour faire la petite histoire rapidement, on s'est rencontrés donc Acquantis, le groupe actuel, et Neostaff et Staffia maintenant, dans un cadre justement de se dire comment on peut aider les RH, les entreprises qu'on accompagne pour améliorer la rédaction de ces offres d'emploi, mais aussi à les sourcer, attirer, recruter. Et du coup, tu as répondu parfaitement à cette logique avec la solution que tu proposes. Est-ce que tu peux éclairer un petit peu cette table ronde, comment finalement l'IA peut aider à mieux attirer et recruter les talents et donc répondre à un enjeu stratégique du moment? Oui, alors du coup, effectivement, nous, on se concentre vraiment sur cette partie du métier, on va dire RH. Donc, on travaille vraiment principalement avec les recruteurs et notre but, c'est de, grâce aux technologies, leur faciliter justement le travail. Un peu comme Arthur l'a dit précédemment, il y a quand même pas mal de tâches aujourd'hui dans le monde du recrutement qui sont des tâches qui sont souvent un peu répétitives, chronophages. Et honnêtement, quand on parle un peu avec nos clients recruteurs, le sourcing, le copier-coller de messages, c'est pas forcément l'activité à plus forte valeur ajoutée. Vous avez certainement des choses plus intéressantes à faire, comme la sélection des candidats, comme les entretiens, comme les recrutements, comme l'onboarding. Enfin, il y a quand même des choses dans le métier où, bien sûr, la place de l'humain est très, très importante. Et nous, notre réflexion, c'est plutôt de dire, OK, sur le process de recrutement, finalement, en première étape, vous devez trouver rapidement des profils qui sont pertinents par rapport à vos besoins, par rapport à une offre d'emploi ou par rapport à un besoin de recrutement. Et donc, on a développé Staffia. Je vais vous mettre le lien dans le chat si vous voulez justement aller regarder, qui va être une IA qui va vous aider à retrouver très rapidement justement déjà les profils les plus pertinents par rapport à votre offre d'emploi. Donc, le process est vraiment très très simple. C'est-à-dire qu'il vous suffit de partager votre offre d'emploi à Staffia. Donc, Staffia est conçue comme une assistante justement en recrutement. Et c'est Staffia qui s'occupe de scanner votre offre d'emploi, de comprendre le besoin et d'aller chercher des profils très intéressants en quelques secondes seulement. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est-à-dire que, merci Daniel, c'est un premier sujet, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'identifier très rapidement les bons profils pour vous constituer ce qu'on appelle un vivier de talent ou en tout cas une liste de potentiels candidats. Donc ça, c'est le premier point. Clairement, aujourd'hui, l'IA, elle va être très intéressante pour vous permettre d'aller très vite dans l'identification des meilleurs profils et donc pour vous constituer rapidement un bon vivier. Ensuite, la deuxième question, une fois que j'ai mon vivier, il y a la partie prise de contact. C'est-à-dire que c'est bien d'identifier les meilleurs profils, les meilleurs talents, mais pour savoir ceux qui sont ouverts aux opportunités, il faut aller les contacter. Et ça, c'est aussi quelque chose, un message très important, et notamment avec toi, Laure, et avec ForSkills, sur lequel on travaille ensemble. C'est-à-dire que, bien sûr, le marketing RH, c'est important. Bien sûr, être présent sur les job boards, c'est important. Mais si aujourd'hui, vous vous contentez d'attendre que des candidats postulent, vous passez à côté de tous les candidats qui ne postuleront jamais, soit parce qu'ils sont en poste, soit parce que c'est pas dans leur manière, on va dire, de faire, ou ils sont pas en recherche active. Mais il y a une grosse partie, on a fait des études, il y a 80% des gens qui restent ouverts aux opportunités quand elles se présentent. Donc, le deuxième sujet sur lequel on travaille, nous, voilà, les fameux candidats passifs, exactement. Ces candidats passifs, il faut aller les chercher. Et donc, ça encore, l'IA va être très intéressante puisqu'elle va vous permettre de maximiser les taux de réponse en vous proposant des messages qui sont très qualitatifs, très personnalisés. Donc, encore une fois, nous, dans notre vision, voilà, pour un peu conclure sur comment on travaille, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre, mais on est vraiment dans une vision collaboration humain-IA, c'est-à-dire que Staffia vous propose des profils, vous, recruteurs, vous validez qu'effectivement, les profils, ils vous intéressent et vous les mettez dans vos viviers. Juste une petite anecdote quand même là-dessus, parce qu'on a travaillé avec des recruteurs au sein d'une même équipe de recruteurs pour le même besoin de recrutement. Notre IA a proposé une liste de profils
Et les recruteurs entre eux n'ont pas choisi les mêmes au final dans leur liste et dans leur vivier. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a aussi forcément un biais humain. Vous, en tant que recruteur, vous allez dans cette liste présélectionnée, pas forcément choisir tous les mêmes candidats. Mais le plus important, c'est que, en tout cas, vous allez gagner du temps et vous concentrer sur des profils qui sont déjà qualifiés. Voilà. Et puis sur la partie message, c'est pareil. Hein, Staffia vous propose des messages, mais vous gardez le contrôle. Lucas, il y a des questions, du coup, je te coupe avant qu'on passe à la suite concernant notamment des résultats qu'on peut attendre de ce que Staffia propose. Il y a 2 questions. Alors, la première, c'est une remarque que je trouve assez drôle, donc je vais la lire, c'est celle de Daniel. Tu as parlé de talent passif. Daniel parle plutôt de candidat dormant qui attend d'être réveillé par une opportunité qui les fera sortir du lit. Je pense que c'était pas mal, c'est bien amené, c'est vraiment... C'est exactement ça, et c'est vrai que si vous voulez maximiser justement en tant que recruteur l'accélération, on va dire, du recrutement, c'est important pour vous. Le time to hiring, il doit être le plus court possible. Clairement, aller contacter justement ces fameux candidats dormants avec une opportunité et une manière intéressante de le faire, bien sûr, vous allez très très vite voir l'impact en termes de retour et du coup d'opportunités de recrutement. Et donc, il y a la deuxième question, Lucas, enfin, il y a plusieurs questions sur ce même sujet. Sur quelle plateforme Staffia va chercher les talents? Alors, Staffia aujourd'hui est basé principalement sur LinkedIn, c'est-à-dire que voilà, je suis pas trop censé le dire, mais en gros, si vous avez LinkedIn Recruteur, vous allez très vite vous poser la question entre Staffia et LinkedIn Recruteur, quelle solution vous allez utiliser, parce elle fait justement ses recherches pour vous, elle va récupérer les profils pour vous, elle va vous les présenter. Ensuite, en fonction de certains clients, si vous avez par exemple vous déjà en interne une CV Tech ou déjà des viviers de talents, on est aussi capable du coup de faire tourner notre technologie Staffia sur votre base à vous pour voir s'il y a déjà en interne ou sur des CV que vous avez déjà identifié des profils pertinents, et ensuite en complément sur une base externe comme LinkedIn, sachant que LinkedIn dans le monde du recrutement, c'est quand même la base de référence, la base de données professionnelles aujourd'hui la plus riche et la plus fiable. Donc, on va couvrir quasiment 80-90% aujourd'hui des besoins en termes de recherche d'emploi. Et donc, j'invite tous les recruteurs qui nous regardent, n'hésitez pas à aller sur le site, à faire l'essai, à demander un rendez-vous si vous le souhaitez pour qu'on vous fasse une démo. Vous allez voir que c'est assez bluffant de recevoir une liste de talents en quelques secondes qui correspondent à votre offre d'emploi. Et on avait fait ensemble lors un cas concret, c'était en avril-mai avec un de vos clients. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller voir peut-être les replays si vous voulez voir un peu ce que ça donne en démo. Et du coup, on est sur le sujet IA-IH et ça amène une question qui est posée par les personnes qui nous suivent. Tu as parlé tout à l'heure des biais. En fait, il y a une double question, c'est-à-dire que on nous dit voilà que a priori Info ou Intox, certains ATS utilisent l'IA pour filtrer et écarter des candidats sans action de la part des recruteurs. Moi, j'ai pas l'info, tu nous diras. Et du coup, ça amène une deuxième question qui est liée. Comment Staffia gère justement ces biais-là, en fait, sur quels critères tu travailles? Tu l'as expliqué, mais je pense que c'est bien d'y revenir, Mickaël, à la question. Oui, alors effectivement, alors sur les données que vous avez dans votre ATS, ça va effectivement dépendre des ATS, de leur avancée de leur technologie. Mais oui, les ATS, forcément, il y a une question quand vous commencez à avoir beaucoup de talent dans votre vivier, de scoring ou de faire en sorte de vous ressortir des profils qui, a priori, seraient les profils qui matchent le mieux. Maintenant, le zéro biais, qu'on soit clair, n'existe pas. C'est-à-dire, l'IA a un biais. Vous-même, en tant qu'humain, vous avez un biais. Je vous le dis, on l'a vu avec les équipes de recrutement. Donc, le sujet, c'est plutôt sur ça, comment on peut minimiser ce biais-là pour pas passer à côté d'opportunités de recrutement ou de profils qui seraient intéressants. Pour vous donner un exemple très concret sur nous, notre manière de développer Staffia, on lui a quand même laissé une sorte de degré de liberté et de créativité pour vous proposer des profils qui peut-être a priori ne matchent pas à 100% avec l'offre d'emploi, mais qui, d'après le profil, pourrait quand même être intéressé ou pourrait devenir une personne qui pourrait être capable totalement de gérer telle ou telle mission. Donc, ça, c'est vrai que c'est les enjeux, et puis c'est l'entraînement de l'IA aussi qui va nous permettre d'améliorer tout ça. Mais le biais zéro n'existe pas, ni pour l'IA, ni pour les humains. Donc, l'idée, c'est plutôt de le minimiser et de configurer l'IA pour qu'elle vous corresponde à vous, à votre manière de recruter, à votre stratégie, à votre marketing RH. Enfin, c'est très important de bien justement paramétrer l'IA, puisque l'IA aussi, Arthur l'a dit au début, c'est un outil. C'est-à-dire que quand on dit intelligence artificielle, en gros, l'IA répond à ce que vous lui demandez, pour faire les choses très très simples. Donc, si c'est aussi de votre responsabilité de bien justement faire comprendre par exemple à votre IA, et nous on est là pour vous accompagner là-dessus,
On l'a fait par exemple avec Laure sur le cas de stratégie de, par exemple, une offre d'emploi. Bah, l'IA se nourrit de votre offre d'emploi pour comprendre le besoin. Si votre offre d'emploi n'est pas hyper bien, on va dire, faite ou hyper claire ou dans les bons codes pour maximiser l'attractivité, ça va être par exemple un premier biais. Donc, il y a des biais qu'on peut minimiser, il y a des biais qui resteront, je pense, quoi qu'il arrive, même malgré toutes les évolutions présentes dans les technologies. Oui, clairement. Merci Lucas pour tes éclairages. On va parler juste après avec Arthur d'engagement. Ce que ça émane de ce que tu dis, c'est que toi, tu réponds à la notion d'acquisition, sourcing, etc. Mais au final, ce qu'on peut compléter par rapport à ce que tu dis, c'est que ça remplace en rien l'évaluation des compétences comportementales par la suite. Ça remplace pas un entretien, ça remplace pas l'évaluation qu'on peut faire des soft skills au sens large et des comportements observables. Donc finalement, c'est une super avancée pour aider et limiter toutes les tâches répétitives qui n'ont pas de valeur ajoutée et se concentrer sur l'humain. On revient toujours au même sujet. Mais ensuite, ce qui est déterminant pour des recrutements durables, c'est l'évaluation qui sera faite de ces candidats. Enfin, clairement, on est là-dedans. Exactement, et c'est là que de toute façon, honnêtement, aujourd'hui, c'est là qu'en tant que recruteur ou RH, vous avez la plus grosse valeur ajoutée. C'est-à-dire que passer votre temps à faire des recherches sur LinkedIn, des copier-coller de messages, bon, je pense que ça, honnêtement, ça, c'est bientôt fini avec nos solutions. On le voit, hein, et les recruteurs qui utilisent nos solutions sont très contents. Donc, ça vous permet d'avoir plus de temps, justement, pour bien choisir les profils, pour bien réaliser vos entretiens, pour bien suivre vos process de recrutement. Donc, ça vous permet de maximiser le fait d'avoir des bons recrutements, mais aussi la phase peut-être, effectivement, comme tu le dis, Laure, de sélection ou d'entretien sur des tests par rapport à vos process un peu plus poussés. Donc, on va dire que l'IA, c'est un très, très bon moyen, effectivement, de très vite arriver sur un pool de talents qui pourrait être pertinent, mais c'est après, bien sûr, votre job dans ce pool d'analyser les profils qui ressortiraient le mieux et qui seraient les plus adéquats par rapport à vos besoins. Là encore, l'IA, bien sûr, peut aider, mais je pense que c'est justement ce genre de sujet-là où c'est beaucoup plus complexe. Et là, l'humain est quand même très, très important. Le côté, il y a des choses qu'on peut pas voir dans de la data. Hein. Je veux dire, on peut faire tout ce qu'on veut avec l'IA, mais il y a un moment, il y a le ressenti, il y a des choses qu'on peut pas vraiment encore développer d'un point de vue informatique. Peut-être qu'un jour on y arrivera. L'émotionnel, il y a des choses comme ça. Voilà. Donc, je te rejoins totalement. L'IA très intéressante dans la première phase de sourcing, d'identification, qui peut aider dans la prise de contact, mais par contre sur vraiment le recrutement, l'entretien, la sélection, clairement, je pense que encore c'est un humain derrière, c'est beaucoup plus puissant que n'importe quel IA aujourd'hui. Ben justement, tu me fais une très belle transition avec Arthur. Là, on a parlé et merci pour tes éclairages. Il y a des questions que j'ai notées qu'on abordera à la fin te concernant. Tu nous fais une belle transition versus Arthur. Arthur, on sait qu'aujourd'hui, l'engagement des collaborateurs est un sujet clé, pourtant un peu parent pauvre. Comment l'IA, finalement, elle peut apporter du plus et comment on peut mieux accompagner ses collaborateurs dans une logique d'engagement? En fait, pour que ça fonctionne, il y a trois piliers clés. C'est vrai que alors, recruter, c'est bien, c'est même la base, on va dire. Forcément, on a besoin d'attirer les talents pour pouvoir les engager par la suite. Maintenant, on voit bien aussi que les carrières linéaires dans les entreprises, où finalement on signera a priori pas qu'un seul contrat de travail dans notre vie. Il y a de fortes chances que c'est le cas aujourd'hui, et puis ça va forcément s'accélérer pour les générations suivantes. Donc la question de fond, c'est de se dire, et puis aussi parce que les métiers se transforment très vite et les compétences aussi. On voit bien que les compétences, moi la façon dont je bossais à 15 ans et aujourd'hui et dans 15 ans, ça sera extrêmement différent et on n'a pas fini de découvrir de nouvelles façons de travailler et on va devoir se réinventer en permanence. Et donc forcément, ça nous interroge aussi, nous, sur notre trajectoire de carrière. Et donc, c'est une remise en question permanente qui doit s'opérer aussi pour pouvoir rester compétitif par rapport aux enjeux du marché de l'emploi, interne comme externe. En tout cas, notre enjeu, nous, collaborateurs, vous, RH, ou futurs RH, ou peu importe, c'est par rapport aux enjeux du marché de l'emploi, c'est de rester compétitif. Sinon, soit vous vous ferez virer, tout simplement, soit vous aurez du mal à trouver un job si vous quittez votre entreprise. Et donc, c'est la même logique qui doit s'appliquer à vos propres collaborateurs. On sait comment on bosse aujourd'hui, on ne sait pas forcément comment on bosse demain. Et donc, c'est important d'être dans cette culture du mouvement permanent qui permet justement aussi de s'approprier sa propre trajectoire de carrière. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on demande à nos collaborateurs d'être offreurs de compétences, capitaines de carrière de leur propre carrière. Concrètement, un collaborateur qui vient en entretien de mobilité interne, par exemple,
avec son RH ou son manager et qui lui dit bah, qu'est-ce que tu as à me proposer, ça fait 5 ans que j'occupe le même poste, c'est évidemment très compliqué de l'accompagner sur cette base-là. Donc, on a besoin qu'ils aient cette propre capacité aussi à prendre du recul sur leur trajectoire et à les accompagner vers leur prochaine étape. Et donc, alors ça, c'est très bien, sauf que d'un point de vue opérationnel, c'est très compliqué à mettre en place. Parce que si on prend les choses factuellement, un accompagnement de carrière en transition pro ou en mobilité, si on fait les choses bien et qu'on est très rigoureux et très à cheval sur ce qu'il faut faire, en temps humain, ça prend à peu près entre 8 et 10 heures de temps par collaborateur. Donc évidemment, ça ne rentre pas dans les agendas. Donc la bonne idée serait de proposer à des coachs de le faire après tout, des coachs externes. Là, le problème, c'est que ça ne rentre pas dans les budgets. Et donc la troisième voie, c'est le digital, qui est finalement une collaboration intelligente entre l'outil et la machine, entre guillemets. Et donc, nous, c'est tout l'enjeu de JamMaker, ça a été justement de pouvoir permettre de réduire ces temps, entre guillemets, incompressibles pour déléguer au collaborateur une partie de son auto-accompagnement via notre plateforme 100% digitale. Donc, il y a eu 2 ans de R&D, on a réussi ainsi à réduire à peu près de 80% le temps consacré à un accompagnement de carrière classique. Okay. Donc, par exemple, chez Orange, là, c'était intéressant, ils ont vraiment mesuré, eux, ils mesurent tout chez Orange, c'est ça qui est bien. Ils ont fait un pilote et ils ont observé que ça faisait gagner entre 6 et 8 heures de temps par accompagnement, ce qui leur a permis de pouvoir passer à l'échelle dans l'accompagnement de carrière chez Orange. Et aujourd'hui, quand on est en mobilité chez Orange, on va pouvoir passer par JamMaker, qui va consister donc en autonomie dans un premier temps à prendre du recul sur sa trajectoire, identifier les éléments saillants de sa carrière, ce qu'on a aimé faire, ce dont on a eu d'impact, préparer sa prochaine étape professionnelle et justement son pitch, sa présentation, maximiser ses chances de réussir cet entretien de mobilité aussi. Donc tout ça, c'est une partie qu'on va déléguer au collaborateur lui-même pour que finalement le dernier kilomètre de l'accompagnement soit entre les mains du RH ou du manager. C'est-à-dire que l'idée, c'est comment est-ce que finalement on va pouvoir permettre au collaborateur en autonomie de préparer sa prochaine étape avec des bons outils pour que lorsqu'il vient à un entretien, il arrive avec des éléments, donc sa synthèse, qui va à la fois faire l'agrégat de sa trajectoire de carrière jusqu'à présent, les éléments qu'il veut valoriser. Ce n'est pas une lecture CV, c'est vraiment une lecture sur qu'est-ce que j'aimais faire, dans quoi est-ce que j'ai d'impact, qu'est-ce que je veux valoriser, quelles sont mes 3 compétences clés pour factualiser la démarche et aider le collaborateur à prendre confiance en lui aussi, prendre conscience aussi de son propre parcours professionnel, de ses forces, pour ensuite dire, voilà, j'ai fait de la veille, parce que dans l'outil de JamMaker, on propose aux collaborateurs de faire de la veille. J'ai identifié les compétences à développer, les métiers de demain, et voilà ce que je propose comme mobilité. Est-ce qu'il y a match entre vos enjeux stratégiques et mes enjeux de carrière? Et s'il y a effectivement un point de rencontre, à ce moment-là, ça va être intéressant de pouvoir accompagner le collaborateur vers sa prochaine étape, vers des formations, et s'il y a en revanche finalement 2 trajectoires qui se séparent, et bien c'est pas grave, on va pouvoir l'accompagner vers aussi sa sortie si effectivement il a tout intérêt à pouvoir aller ailleurs pour continuer son développement de carrière. Oui, finalement, c'est une énorme responsabilité associée à la fois au collaborateur qui devient acteur, mais aussi aux entreprises, parce que ça ne doit pas être évident à gérer dans ce que tu dis, les situations où ça ne matche pas. Et justement, ce sujet-là, c'est souvent… Ça arrange tout le monde. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Un plan, c'est pas traité, donc justement, c'est top de pouvoir se dire qu'avec JamMaker, il y a une possibilité de gérer ce cadre. En fait, ce qu'on me dit parfois, ce qu'on me pose, c'est me dit oui, mais alors du coup, il y a des risques que les gens partent. Alors déjà, il n'y a pas besoin d'un logiciel pour que les gens partent. Oui, c'est clair. C'est pas parce que, mais en revanche, ce que ça permet, c'est que ça donne des clés au RH, au manager, pour savoir quel levier actionner pour pouvoir engager ses collaborateurs vers une future mission. C'est-à-dire quand on recrute quelqu'un à un instant T, on le projette généralement, on va le recruter pour 3-4 ans sur l'offre actuelle. On se dit, je recrute un key account manager. On sait que globalement, 3-4 ans, il va sans doute être dans son site de motivation. Il va falloir le réemployer, entre guillemets, vers une autre mission. Et comment faire en sorte que ce réemploiement se fasse pour nous, si c'est quelqu'un sur qui on veut compter. Et c'est tout ça, la question, elle est là, en fait. C'est de se dire, finalement, moi, si je veux engager mes collaborateurs, il va falloir aussi que je puisse leur permettre de s'inventer, entre guillemets, une carrière chez nous. Et surtout, aujourd'hui… et donc, au cœur du sujet, ce que l'IA apporte dans JamMaker, parce que ça, c'est le produit historique de JamMaker, quelque part, à ce stade-là, on ne parle pas vraiment d'IA, on parle d'un outil digital d'accompagnement. Ce que va permettre l'IA, c'est donc sur la partie rédactionnelle, il y a une partie aussi où on propose aux collaborateurs de rédiger justement le top 5 de sérialisation. Là, l'IA générative va leur permettre, par rapport aux éléments qu'ils ont draftés, de leur proposer un texte marketé, percutant, impactant,
Donc, s'affranchir un peu de la partie rédactionnelle dont on n'est pas tous égalitaires par rapport à ça. Il y a des gens qui écrivent très bien et d'autres qui sont plus en difficulté. Par exemple, peuvent souffrir de dyslexie, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas opérants ni compétents dans leur job, mais pour autant, sur cette partie-là, c'est un angle mort sur lequel on ne les met pas en confiance, potentiellement. Donc, comment est-ce que l'IA va pouvoir gommer ces inégalités? Donc, ça, c'est un sujet qu'on a réussi à adresser avec JobMaker. Et puis, comment est-ce que l'IA, dans JobMaker, va apporter de la visibilité aux collaborateurs? C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de savoir ce qu'on veut faire, mais comment est-ce que ce que je veux faire, ça va pouvoir s'appliquer au sein de mon organisation. Et c'est là où l'IA va permettre justement d'analyser l'ensemble des données produites par un collaborateur et de pouvoir aller chercher sur vos bases de données d'offres d'emploi, j'imagine une bourse à l'emploi ou des fiches métiers dans votre organisation, les trajectoires de possibles, le champ des possibles en interne. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'IA permet, c'est pour les collaborateurs ou les candidats d'ailleurs également, c'est un accès de visibilité à l'information. C'est-à-dire, vous prenez une bourse à l'emploi, un site carrière aujourd'hui, vous tapez chef de projet. En fait, il y a autant de missions que de chef de projet derrière, si vous voulez. Donc, on ne sait pas ce que ça traduit. Et on ne va pas lire les 30 annonces de chef de projet pour savoir si on a une parmi celles-ci qui correspond bien à mon champ d'expertise. Mais donc, ce que l'IA va permettre, c'est de dire, parmi l'ensemble des postes de chef de projet, il y a celle-ci qui pourrait correspondre. Et puis, on n'est pas, même en tant qu'RH, on ne connaît pas tous les métiers de la boîte. Vous prenez une boîte comme Orange, je ne sais pas combien de métiers, je suis incapable de le dire. Il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas. Et on peut faire des fiches de poste, des vidéos, des machins de présentation, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'information qui nous concerne. Et donc, finalement, et aussi, alors, avec ce petit warning, et c'est là où il y a beaucoup de solutions. Ça avait commencé à l'époque, les premiers pionniers un peu dans la démarche, c'était Clustry, je me souviens, il y a quelques années, qui avait justement développé, donc ça, on ne parlait pas d'IA à l'époque, on parlait de big data, mais in fine, c'est un peu ou prou la même chose. Mais les limites de ces modèles, s'ils sont statiques, quelque part, c'est que ça a tendance à reproduire des schémas déjà existants. Là, c'est clair. Ce que permet, quand on s'intéresse aux soft skills, quand on s'intéresse au projet des collaborateurs, à leur trajectoire de carrière, c'est qu'à la fois, on va prendre des éléments statiques, donc des compétences, c'est quelque chose d'assez factuel, même si aujourd'hui, si on se base que là-dessus, comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a 50% qui disparaissent dans les 5 prochaines années, pourquoi faire un matching que sur la base des compétences? Ça n'est strictement, finalement, on ne fait que reproduire des schémas déjà existants sur un futur qui est complètement incertain. Donc, il y a des limites à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut intégrer la notion de potentiel. Donc, on parle beaucoup de référentiel de compétences. Moi, je préférais qu'on parle de référentiel de potentiel, ce serait bien plus intéressant. Parce que le potentiel d'un individu, c'est la capacité d'un individu à s'adapter dans un environnement changeant, donc à acquérir de nouvelles compétences, etc. Ce qui est essentiel aujourd'hui pour pouvoir faire face aux défis de demain. Et puis la notion d'appétence, du projet de carrière. Et quand on combine ces trois dimensions, là, on a une machine de guerre pour effectivement apporter de la visibilité. C'est pas apporter une réponse, c'est pas dire à quelqu'un tu dois faire ça demain. C'est te mettre sur la voie, comme JobMaker à la base, on est des coachs de carrière. Un coach, il va pas dire à son client, toi tu feras ça demain parce que ça va te correspondre. Non. Il va t'ouvrir le champ des possibles, te donner les perspectives et te mettre sur la voie d'informations qui te concernent et qui vont potentiellement te permettre de te projeter. C'est tout l'enjeu en fait de l'IA aujourd'hui, et c'est là que l'IA, donc le digital plus l'IA, nourri par le collaborateur, parce que si le collaborateur s'investit dans le produit, il aura des suggestions pertinentes, c'est clair. Si on attend une solution magique qui nous dit demain tu feras ça, mais sans s'investir dans le produit, ça ne marchera pas. Mais est guidé par le RH, parce que le RH est essentiel dans cette étape, ou le manager. Je parle du RH, peut-être le manager aussi, on a plus Oui, j'ai une question justement sur le management, je vais te la poser juste après. Et cette triangulation, cette collaboration des trois parties, en fait, vont permettre, et c'est ça, en fait, finalement, et en fait, finalement, c'est pas plus intéressant de faire ça comme boulot que de faire toutes les tâches un peu répétitives et administratives qui, finalement, sont plus urgentes, mais moins importantes que ce dont on est en train de parler. C'est clair. L'humain, encore une fois, et de rendre acteur. J'ai 2 questions pour toi, Arthur. La première, c'est, tu parlais justement de l'implication du manager. Enfin, évidemment, le collaborateur est acteur, remplit des informations pertinentes qui va le projeter dans des potentiels possibles, ici ou ailleurs. Comment vous faites pour justement impliquer ces managers? Parce que bien souvent, les managers, c'est pas comme les RH, ils sont pas forcément préparés à ce genre de choses. Comment vous accompagnez les managers justement à travailler autour de l'employabilité, de leurs collaborateurs, soit en mobilité, dans leur entreprise ou ailleurs? Comment vous accompagnez les managers? En fait, alors, comment on accompagne, comment il faudrait accompagner les managers, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Donc, il y a des boîtes comme Decathlon, par exemple, je cite souvent un exemple parce que c'est intéressant, qui ont mis en place des systèmes d'incentive RH auprès des managers, justement, notamment sur le taux de mobilité.
Donc, en fait, parce que le manager, lui, s'il est incentivé que sur le business, très clairement, il va voir que si en cours d'appel d'offres, il y a un de ses collaborateurs qui s'en va, ça va être compliqué pour lui. Donc, il va faire de la rétention de talents. Et il faut lutter contre la rétention des talents pour passer dans une logique de fidélisation et d'engagement. Moi, avec ma femme, je suis plus dans une stratégie de fidélisation que de rétention. Et ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Donc, c'est une façon de dire les choses que finalement, quand on retient les gens contre leur gré, c'est jamais très profitable. Ça, Alors que quand on les fidélise, finalement, ça nous engage davantage aussi. Et c'est ce qui permet justement de voir les choses de manière durable. Donc, il faut lutter contre la rétention des talents pour passer une logique de fidélisation. Et la fidélisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que les collaborateurs, même s'ils partent demain de notre organisation, finalement, ils gardent un bon souvenir et qu'ils soient aussi des ambassadeurs de notre identité, de notre marque employeur, etc. Et donc, il faut à la fois que le manager il voit son propre intérêt. C'est-à-dire que d'un point de vue business, si j'arrive à faire grandir mes collaborateurs et que, in fine, je prends le risque qu'ils s'en aillent, mais mine de rien, si j'ai trouvé un intérêt personnel, ce sera plus facile de mettre ça en place. Okay. Et puis, il faut aussi que ce soit une politique globale. C'est-à-dire que si je perds un collaborateur, entre guillemets, de mon équipe qui va dans l'équipe X, il faut que aussi, quelque part, il y a un ruissellement qui se fasse et que ce soit circulaire. Donc, c'est une politique globale qui doit se mettre en place et il faut que, du coup, cette liquidité profite à tout le monde. Donc, il faut, et pour ça, ça passe par une charte de la mobilité dans les organisations. On sait, statistiquement, c'est pas compliqué de le voir sur LinkedIn, que les gens changent de poste tous les 3-4 ans, globalement. Bon, dites-vous qu'un collaborateur, au bout de 3-4 ans, si vous l'interrogez pas sur son projet de carrière, si vous l'interrogez pas sur son projet de carrière, lui, il y pense de son côté, et il y a de fortes chances qu'au moment où il pose sa démission, vous n'avez pas anticipé que finalement, vous dites, mais c'est trop bête, il y avait un poste pour toi, ouais, mais tu m'as pas mis au courant, moi, je n'étais pas au courant, et puis les recruteurs le savent très bien, donc ils sont venus me chercher par ailleurs, et ils n'ont pas de temps. Souvent, les recruteurs externes connaissent mieux vos propres collaborateurs, dites-le vous. Donc, ils sont souvent plus réactifs pour leur proposer des mobilités. Donc, c'est à vous aussi d'être dans l'anticipation par rapport à ça. Ok, on va passer là dans pas très longtemps aux questions-réponses. Du coup, j'incitais les personnes sur le chat à poser leurs questions en sachant que je vous ai pas oublié sur les premières avec les questions pour Lucas. J'avais une question pour toi, Arthur. Alors, elle est peut-être pas très simple à répondre parce que c'était peut-être pas forcément les éléments là. C'est ça. Non, c'est pas ça. Non, mais t'as peut-être pas forcément les éléments de réponse. Est-ce que tu sais mesurer l'impact sur l'engagement des collaborateurs dans les organisations avec l'implémentation de JobMaker? C'est très compliqué à dire parce qu'en fait, un outil en tant que tel, c'est pas l'outil l'outil vient soutenir une politique RH globale. Oui, tout à fait. C'est pas un outil qu'on peut faire rentrer au forceps s'il n'y a pas une adhésion. Enfin, je veux dire, c'est comme tous les outils d'ailleurs au fond. Oui, clairement. Donc ça, c'est clair. Maintenant, nous, ce qu'on mesure, c'est les retours qualitatifs. Qualitativement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a plus de 85% de taux de satisfaction des collaborateurs à l'issue du parcours JobMaker. Derrière, justement, on joue par exemple Enedis, ils font 600 accompagnements de carrière par an avec JobMaker. Et c'est même un de nos clients qui a les meilleurs taux d'engagement et de satisfaction parce que c'est le client aussi le plus coercitif sur l'usage, dans le sens où un collaborateur qui fait un vœu de mobilité est obligé de passer par JobMaker pour pouvoir être reçu en entretien. Donc, quelque part, ça va les engager davantage aussi. Et en fait, finalement, une dose d'autorité, pas d'autoritarisme évidemment, mais une dose d'autorité qui impose un dispositif, souvent au bénéfice du collaborateur, va être très apprécié aussi parce qu'on en voit la finalité. Et parce qu'il y a aussi un engagement de la part des RH dans le processus d'accompagnement derrière, etc. Donc, on parle vraiment c'est plutôt sur ces critères-là qu'on va pouvoir baser la pertinence de l'outil. Et puis après, parce que finalement, ça s'inscrit dans une politique globale qui est en interaction avec d'autres outils aussi. Oui, clairement, c'est ça. C'est ce qu'on disait en préambule et pour conclure là-dessus, c'est l'humain qui joue, qui est prépondérant, que ce soit pour l'acquisition. Mais pour aller dans ce sens-là, tu vois, c'était intéressant pour revenir sur Enedis, on parle d'attractivité aussi, c'est que ils ont benché, enfin, ils ont interrogé leurs nouveaux candidats en disant mais pourquoi vous avez choisi Enedis finalement? C'est quoi la raison? Qu'est-ce qui est apparu? Et en fait, dans le top 3 des réponses, il y avait notamment parce que chez vous, il y a un dispositif d'accompagnement de carrière. Et donc, parce qu'ils communiquent dessus aussi. Et en fait, c'est extrêmement rassurant pour les collaborateurs de prendre conscience que la boîte qui va nous embaucher a conscience que notre employabilité, finalement, est un élément important pour nous, pour pouvoir aussi nous développer, etc., et rester compétitifs sur le marché. Et ça c'est intéressant parce qu'on est dans un monde où tout change très vite. Donc, se dire, mais en fait, si je bosse chez eux, je sais qu'en fait, je serai toujours au top au niveau des compétences attendues sur le marché, que ce soit en interne ou en externe, à la limite, peu importe. Mais je sais que je serai qualifié
pour pouvoir affronter le marché de l'emploi si même un jour je dois partir. En fait, je suis attendu sur le marché parce qu'il y a un dispositif d'accompagnement qui est mis en place pour ça. Ouais, clairement, tu as raison, il faut le souligner du coup dans les offres d'emploi, dans la mise en avant, et ils doivent le faire d'ailleurs Oui, Enedis, comme ce que tu dis, pour justement valoriser, puisque peu d'entreprises le font, d'entreprises assument ou mettent en avant ce sujet qui est pourtant, tu as raison, complètement prépondérant. Donc ça ouais, résume ils le bien. font à rebours, quoi. On dira, ah bon, bah, enfin, ils le font forcer par le destin, mais pas forcément de manière anticipée. Ça, c'est dommage. Ouais, En ouais, fait, la question de l'IA, c'est pas est-ce que vous devez vous en saisir ou pas, c'est quand est-ce que vous en saisirez. c'est clair. Donc, soit vous décidez de vous y mettre plus tard, après tout le monde, et dans ce cas, vous aurez sans doute des difficultés assez rapidement. Soit, en fait, c'est maintenant que vous emparez du sujet pour recruter ou pour fidéliser les talents, c'est tout. C'est une question de temps, c'est pas une question de si. C'est ça. Et après, avant de passer aux questions-réponses, ce qui est à noter aussi, c'est ce sujet que vous abordez tous les deux sur les enjeux vraiment RH du moment, sur cette notion de prendre soin, ou en tout cas de prêter attention à les besoins, les envies, que ce soit candidat, collaborateur, et de tenter, tant que faire se peut, avec l'appui de l'IA, mais aussi de l'intelligence humaine, de faire vivre une expérience et candidat et collaborateur qui soit vraiment différenciante. Enfin, c'est ça la clé du marché, et tu as raison, je suis d'accord avec toi, Arthur, qu'il faut s'en saisir de l'IA justement au service de l'intelligence humaine pour cette expérience candidat et collaborateur, pour attirer, recruter et fidéliser. On va passer aux questions-réponses, mais avant ça, Solène, qui travaille avec toi, Arthur, a préparé un document qu'elle va vous mettre en envoi, voilà, je ne sais pas si c'est dans le chat ou en envoi juste après. Elle a préparé un document récapitulatif de ce qu'on s'est dit. Vous le voyez s'afficher, mais vous allez le recevoir. Donc, merci Solène pour cette action. Parfait, tu le mets dans le chat. Merci. Et ce qui nous laisse tout doucement atterrir vers les questions-réponses, puisqu'on s'est passé très très vite. On est déjà arrivé au bout de l'expérience avec Arthur et Lucas. Donc, vous avez le chat, vous avez l'espace questions si vous avez des questions. Du coup, je n'ai pas oublié 2 questions pour toi, Lucas. La première, elle est en fait concernant une personne qui nous disait travailler dans une ONG et qui disait qu'à terme, enfin, aujourd'hui, elle trouvait pas d'outils adaptés, en tout cas aux spécificités des ONG pour attirer des candidats. Est-ce que, je sais pas si tu as un élément de réponse tout de suite, mais est-ce que tu peux l'éclairer peut-être en disant comment on peut l'aider quand on est une ONG pour pouvoir mieux attirer des talents? Oui, bah après, une ONG, ça reste, on va dire, une organisation qui a des besoins de recrutement, qui a besoin d'avoir des talents. Donc, ce qui est très important, c'est déjà d'être effectivement au clair sur votre besoin en recrutement. Donc, quels sont les profils que vous avez besoin de recruter. Et après, c'est un peu comme on le disait un peu précédemment, vous avez 2 stratégies aujourd'hui pour maximiser justement votre attractivité et l'acquisition de talents. Une marque employeur assez forte et votre présence sur des job boards pour que des candidats puissent candidater, justement, puissent voir que vous avez des opportunités et puissent candidater. Et 2, avoir une approche directe, c'est-à-dire que avoir des actions qui vous permettent, vous, d'identifier des profils pertinents et d'aller les contacter, c'est-à-dire ne pas attendre que uniquement ils viennent vers vous, mais d'avoir une approche proactive. Et donc nous, en particulier, on travaille justement sur cette approche proactive parce que c'est souvent ce qui manque aujourd'hui dans les sociétés ou chez les clients qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'en général, sur la partie marque employeur, ça se développe, ça se travaille. Les job boards, en général, c'est en place. Par contre, la partie proactive d'identifier, d'aller contacter et d'avoir voilà, une stratégie vraiment régulière sur cette partie-là, c'est souvent ce qui manque un peu. Donc peut-être comme ça, la personne qu'elle n'hésite pas à me dire si dans le chat je lui réponds bien, mais ça me paraît assez simple de faire un test très rapide sur quel est le profil que vous recherchez. Et par exemple, de demander à notre IA déjà quels sont les profils qui pourraient matcher et ensuite comment les approcher au mieux avec des messages pertinents. Voilà, très honnêtement, c'est quelque chose qui peut se faire très rapidement sur un test et pour avoir très vite des premiers résultats. Voilà, j'espère que ça répond à la question, sinon je reste dispo si besoin. Et du coup, j'avais une deuxième question, au même titre que j'ai posé cette question à Arthur tout à l'heure. Et après, Arthur, j'ai une question pour toi de la foule qui nous suit. Est-ce que tu aurais un chiffre à nous partager d'un résultat concret qui symbolise en tout cas l'efficacité de Staffia dans le process d'acquisition des talents? Oui, bah du coup on est très très fiers là parce que récemment on a un client qui a obtenu 100% de taux de réponse sur son approche directe. Donc
Comment on peut expliquer ça? C'est une sélection très précise des meilleurs profils par rapport à votre offre d'emploi et c'est une approche très qualitative en termes de messages pour maximiser les taux de réponse. Donc ça, c'est juste pour la partie un peu stats, parce que je sais qu'un des enjeux des recruteurs, c'est déjà d'avoir des retours et des réponses quand on contacte des candidats. Et ensuite, nous, finalement, la promesse avec nos solutions, c'est d'alimenter votre process de recrutement. Donc, c'est de faire rentrer des profils dans des process de recrutement. C'est encore à vous, bien sûr, derrière, de les recruter. Mais voilà, nous, la promesse et l'engagement, c'est vous faciliter le fait d'identifier des bons profils et de les faire rentrer en process de recrutement. Et donc ça, là-dessus, quasiment sur tous les clients qu'on accompagne, en 2 semaines en moyenne, vous avez déjà des premiers candidats pertinents que vous pouvez faire rentrer en process de recrutement. Et si on va au bout, on a de nombreux clients qui ont recruté via notre IA. C'est-à-dire que c'est grâce à notre IA qu'ils ont trouvé le bon talent, qui ont pris contact et c'est devenu un employé. Voilà, donc pour vous donner quelques chiffres, j'espère qu'encore une fois, voilà, ça répond bien à la question et s'il y a besoin, n'hésitez pas. On a une dernière question et je vais te la poser, Arthur. Alors, tu as vraiment insisté sur ce sujet et moi, en tout cas, j'ai bien compris que JobMaker va aller chercher plutôt les potentiels et qu'on va pas être sur de la répétition de choses déjà dites, déjà faites. Enfin, l'objectif, c'est vraiment de se singulariser par rapport aux collaborateurs. Il y a une question de l'audience, précisément de Driss. Pareil, je ne sais pas si tu peux y répondre ou voilà, tous les deux, vous pouvez évidemment y répondre. Cette dernière question, c'est comment éviter qu'une intelligence artificielle discrimine? Mais en fait, c'est vous qui la nourrissez, l'intelligence, au fond. Donc, si vous mettez des critères discriminateurs, ça va être discriminant. Mais en tout cas, nous, JobMaker, on n'est pas de cette notion de... on n'est pas... Enfin, en fait, c'est le collaborateur qui va, dans son parcours, proposer de l'information sur ce qu'il a aimé faire, dans quel est l'impact, quelles sont les compétences clés qu'il veut mettre en avant dans sa future mission, comment est-ce qu'il se projette professionnellement. Et en fait, nous, on va aller chercher donc des métiers ou des offres d'emploi chez le client qui font écho à ce que lui a voulu partager. Donc en fait, c'est discriminant sur pas pour un recruteur versus un candidat interne, mais c'est plutôt par rapport au projet d'un collaborateur, ton projet de carrière, versus des opportunités qui sont offertes, soit des métiers qui ne sont pas forcément associés à des postes ouverts tout de suite, mais ça peut être sur des métiers également où il y a des postes ouverts. Et c'est à lui ensuite, le collaborateur, donc ce qu'on invite à faire, c'est d'aller contacter en interne, donc avec la méthode réseau, des personnes en poste qui occupent des fonctions similaires ou analogues pour justement continuer à creuser son projet et confronter son projet de carrière au terrain. Mais donc en fait, pas de discrimination, qu'est-ce qu'on entend par... Enfin, je comprends la question des discriminations, mais en fait, c'est plus on élimine ce qui n'est pas intéressant pour le candidat. S'il veut être, je sais pas, chef de projet en développement IT sur une technologie spécifique, on ne lui proposera pas chef de projet développement IT sur une technologie qui n'a rien à voir avec ce qu'il voulait faire. C'est sur le contenu de la mission que ça va être discriminatoire, au fond, au service de l'information. Ok, merci. Tu as répondu très clairement. On n'a plus de questions. Simplement une dernière, mais elle est difficile celle-ci. Pour tous les deux, on nous demande, et c'est drôle, je fais le parallèle avec ce qu'on disait Arthur au préalable avant de se connecter. On disait tous les deux, finalement aujourd'hui il y a beaucoup de solutions qui sont sur le marché. Comment on se différencie, comment on répond vraiment aux enjeux. Enfin, c'est difficile, du coup il y a tellement d'offres possibles. Donc du coup la question elle est la suivante, et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure Arthur, qui nous dit il existe beaucoup de plateformes, systèmes qui utilisent l'IA. Quels sont les avantages de vos deux IA, entre guillemets, c'est la même IA, mais bon, c'est compris, par rapport à celle de vos concurrents? Moi, j'ai envie de vous dire, et vous allez peut-être éclairer ma lanterne, j'ai envie de vous dire que ce qui fait la différence, c'est les experts qui ont réfléchi au sujet en pensant avant tout expérience. Donc vous deux, et plus clairement vos équipes. Est-ce que, je sais pas, vous auriez envie de répondre à cette question avec un avantage pour toi, Arthur, et un avantage pour toi, Lucas? Voilà. Enfin, en tout cas, l'avantage pour JobMaker, c'est que la donnée produite, c'est pas de la donnée produite par l'IA, c'est de la donnée produite par le collaborateur. En fait, ce qui compte, c'est la source de la donnée. Donc nous, c'est le collaborateur qui réfléchit à sa trajectoire. Je réponds en même temps à la question de Franck, qui réfléchit à sa trajectoire, qui dit voilà les missions que j'ai aimé faire dans ma vie. Voilà les compétences. Je ne vais pas faire une liste exhaustive de toutes mes compétences, mais s'il y en a 3
que je voudrais pouvoir retrouver dans la future mission, c'est ces 3-là. Et voilà pourquoi est-ce que je veux les mettre en avant. Quelles sont mes priorités du moment? Quelle est ma prochaine étape? Vers quoi est-ce que je veux évoluer professionnellement? Et à partir de là, en fait, on va pouvoir comprendre son projet et lui suggérer des pistes d'évolution. Mais c'est à lui de faire le taf, en fait. L'IA, elle n'est que le liant entre des données d'entreprise d'un côté et ce que le collaborateur a au fond de ses tripes et a envie de mettre en mouvement. Ça crée le point de jonction entre les deux, c'est tout. Ni plus ni moins. Mais en fait, si le collaborateur ne s'investit pas dans son auto-accompagnement, il aura des résultats de mauvaise qualité. Mais de la même façon qu'un collaborateur qui ne s'investit pas dans son processus de recrutement, il n'aura pas les bonnes offres d'emploi, il n'aura pas les offres qui lui correspondent. S'il fait un CV tout moche, tout illisible, en fait, il n'aura pas les offres qui font écho à son projet. En fait, ce n'est pas une solution magique. En fait, de la même façon que dans son coaching, si on s'investit dans son coaching, c'est pas le coach qui va, je sais pas, même en moi, ma femme est psychologue, je suis psychologue par ailleurs, c'est pareil. C'est voir son psy juste comme on va prendre un café avec un pote, on va pas progresser. Donc, de la même façon, dans sa carrière, c'est pareil. Ça demande à un moment donné aussi. C'est pas un exocerveau, l'IA. C'est à nous d'animer cette intelligence pour qu'elle ne reste pas artificielle et qu'elle devienne véritablement humaine. Wow, tu nous as fait une conclusion, Arthur. Merci. Donc, c'est ça. C'était ça le sujet de notre Webi et de cette table ronde. C'est finalement l'intelligence artificielle, c'est bien, c'est rapide, ça aide, mais c'est pas suffisant. Il faut toujours associer l'intelligence humaine, qu'elle soit de la part du candidat, du collaborateur, mais aussi des entreprises. Donc, c'est notre enjeu 2025. Merci à tous les deux. J'ai été ravie d'animer et que Arthur, tu m'aies proposé d'animer cette table ronde tous les trois. Il n'y a plus de questions. N'hésitez pas, et Solène, merci. Elle a remis nos profils LinkedIn et principalement Arthur et Lucas. Si vous avez des questions pour poursuivre ce webinaire, vous allez recevoir le replay pour tous ceux qui ont participé en suivant. On vous remercie et peut-être que Arthur et Lucas, je vous laisse le mot de la fin. Merci Arthur pour l'invitation, parce que c'est quand même Jobmaker qui est à l'initiative de ce webinaire en partenariat effectivement avec Act for Skills et du coup avec Staffia. Donc en tout cas, pour reprendre, c'était une très belle rencontre. Je pense que nos deux solutions sont très complémentaires sur deux des enjeux les plus importants aujourd'hui des RH. Je vous remercie tous du coup de nous avoir suivis, d'avoir participé. Et puis effectivement, après, le mieux aussi peut-être en conclusion, c'est de tester, c'est-à-dire allez-y. Jouez un peu avec l'IA, regardez ce qu'elle est capable de faire, ne soyez pas trop dans une position attentiste. Comme l'a dit Arthur, ça va très très vite, donc à un moment, il faut que vous vous appropriez aussi ces sujets et nous, on est là pour vous accompagner au mieux. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et encore merci du coup pour ce webinaire. Merci Arthur. Le mot de la fin, Arthur. Ouais, merci. Puis merci. Donc à retenir, l'IA sans l'IH de humain, en fait, ça reste artificiel, donc ça perd toute sa valeur et tout son impact. Et puis, je sais pas si je peux faire une pub, mais Laure, on se voit jeudi oui. Au Act for Skills Days à Paris. Je crois il y a encore des places, je crois, non? Je sais pas. Oui, tout à fait. C'est la journée dédiée. Mais venez, en tout cas, moi, j'ai fait les éditions toulousaines, nantaises et marseillaises. C'était vachement bien, donc venez. Merci Arthur, je vous ai mis le lien pour s'inscrire. Donc c'est le 5 décembre à Paris toute la journée, animé par le télétravailleur, et vous aurez l'occasion, si vous êtes parisien, de rencontrer physiquement Arthur et Lucas et de poursuivre cet échange avec des questions. Donc, merci pour la publicité, l'instant promo Arthur. Effectivement, on se retrouve jeudi prochain, et vous aussi, si vous souhaitez vous inscrire, c'est en bas, il reste quelques places. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Bonne journée, à bientôt.